Chers adhérents, chers auditeurs, mesdames et messieurs, bonsoir. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue pour cette nouvelle édition des grandes conférences débats de la Chambre de commerce britannique que nous ne présentons pas aujourd'hui, car vous êtes nombreux à nous faire part de vos commentaires et que vous appréciez particulièrement. Donc aujourd'hui, nous nous intéresserons à un thème tout à fait exceptionnel et ô combien au cœur de l'actualité et qui s'articule autour de l'intelligence artificielle. Donc l'entreprise digitale du futur, l'intelligence artificielle comme nécessité, tel est l'intitulé de notre webinaire de ce soir. Je voudrais à présent vous présenter un invité tout à fait exceptionnel et de marque qui nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation, et ce, en direct de l'université de Stanford, en Californie. Je suis vraiment fière de vous présenter aujourd'hui le professeur Younes Bensouda Mouri, un Marocain qui dénote par son parcours atypique et remarquable. Retenez bien ce nom. Younes Bensouda Mouri. Donc Younes, natif de Tanger, fait ses études à Detroit, aux États-Unis, et réussit à intégrer l'une des plus prestigieuses universités de Stanford en Californie. Là, il découvre l'intelligence artificielle, discipline où il devient une sommité. Donc sa fascination pour les avancées dans ce domaine le pousse à poursuivre ses recherches dans le laboratoire d'intelligence artificielle et à enseigner en même temps. Je tiens à préciser que c'est la première fois qu'un étudiant en master décroche un poste d'enseignant. Malheureusement, peu connu au Maroc, Younes est vraiment une belle représentation et surtout une grande fierté pour notre pays. Younes, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, même de très loin. J'espère que vous serez bientôt avec nous au Maroc et j'espère avoir l'occasion de vous y accueillir. Et franchement, ce serait un honneur d'être parmi nous de nouveau au Maroc. Je souhaiterais également remercier vivement Safa Hamdani, Chief Digital Officer à Inouï, de nous avoir fait l'amitié d'accepter notre invitation de ce soir et de nous prodiguer tout le support technique nécessaire quant à la préparation de ce sujet. C'est vraiment une grande fierté de voir des jeunes aussi talentueux, avec un aussi beau parcours. Ceci est une belle promesse d'avenir pour notre pays. Donc, à l'aube d'un grand changement, tant au niveau national qu'à l'échelle mondiale, et parmi toutes les révolutions que nous avons vues, les révolutions humaines, technologiques et climatiques que nous vivons aujourd'hui, la plus effrayante semble être l'intelligence artificielle. Donc, que cachent deux mots antinomiques qui, réunis, s'avèrent donner aux machines les capacités d'un cerveau humain, si ce n'est plus? Devons-nous prendre au sérieux la théorie de la singularité qui prédit une invasion des machines intelligentes pour 2029? Ou au contraire, pouvons-nous en faire bon usage et y voir de véritables partenaires pour notre entreprise? Quand on entre transformation numérique ou intelligence artificielle dans un moteur de recherche, des photographies futuristes et complètement déshumanisées apparaissent immédiatement. De même, de nombreux articles, cette fois-ci anxiogènes, et pointant du doigt les géants des GAFAM qui nous contrôlent tous en ce moment. C'est l'anacronyme, bien sûr, désignant Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, arrivent en tête des articles les plus lus. C'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, c'est eux qui ont le contrôle du monde. Et pourtant, pouvons-nous réellement passer à côté de cette digitalisation et cette robotisation des, on va dire, des tâches qu'on souhaite créer, une entreprise durable et concurrentielle?
car finalement la transformation numérique, comme nous l'explique Safa Hamdani et comme nous l'expliquera également, n'est que transformation de pratiques manuelles d'un collaborateur vers des pratiques digitalisées et facilement accessibles. Nous sommes aujourd'hui envahis par tout le numérique, les algorithmes et les robots qui pensent et anticipent pour nous, ce qui est effrayant aussi. Même en voulant y échapper, nous sommes tous plus ou moins facebookés, googlisés ou digitalisés. Et je peux dire par là que nous sommes déjà addicts à ce phénomène. Même en voulant y échapper, nous sommes tous plus ou moins facebookés de toutes les manières. Mais au-delà des craintes que suscite l'hyper-digitalisation, comment l'intégrer à notre stratégie de développement et comment en faire bon usage. Afin de saisir au mieux les enjeux de cette révolution, vous pourrez vous poser plutôt vos questions directement à nos imminents panélistes tout au long de ce webinaire, en utilisant bien sûr toujours la même chose, le chat de la plateforme. Donc, je vous laisse découvrir l'intelligence artificielle. Avant de passer la parole à notre modérateur et ami Landry Benoît, qu'aujourd'hui on ne présente plus, qui est journaliste chroniqueur à Atlantique Radio, je saisis cette occasion pour remercier Inouï, notre partenaire exclusif de ce webinaire. Et enfin, je citerai tous les partenaires de la Chambre qui nous accompagnent tout au long de l'année, nos partenaires qui sont vraiment fidèles, et je les en remercie infiniment. Donc l'OCP Group, BNCE Bank of Africa, Bombardier Cosumar, Africa, British International School, Maroc Clear, ANP et CIH pour leur confiance et leur soutien indéfectible. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, vos likes, afin d'aller sur la même ligne que vous et nous aligner. Je vous remercie. Merci beaucoup, Ilham Benit. Bonsoir à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire de la Chambre britannique. Le digital, la transformation digitale des entreprises, l'intelligence artificielle, une nécessité, c'est donc l'intitulé de ce webinaire. C'est vrai qu'ici au Maroc, on compte encore très peu d'entreprises qui ont investi ce domaine-là, celui de l'intelligence artificielle. Ça se compte sur pratiquement les doigts d'une main. On parle bien sûr de grandes entreprises, mais avec cette ère post-Covid qui s'ouvre, tous les espoirs sont permis. On a vu une capacité des entreprises marocaines à se lancer justement dans cette transformation digitale. Il y a un élan positif et on va croiser les doigts pour que cet élan positif puisse perdurer dans les prochaines semaines, dans les prochaines années, et puisse créer un nouvel élan d'espoir. Et on verra également ce soir à travers ce webinaire, à travers l'éminente figure de Younes Bensouda Mouri, à travers Safa Hamdani, et bien que l'intelligence artificielle est aujourd'hui un véritable trésor pour les entreprises du monde entier et qu'elle peut peut-être être au service d'une relance économique et d'un positionnement du Maroc plus important, plus massif dans l'échiquier mondial. Alors, on va commencer ce webinaire avec Safa Hamdani tout d'abord, mais juste avant, je tiens à préciser qu'il y aura une traduction, bien entendu, de ce webinaire à retrouver dans notre vidéo YouTube d'ici 48 heures sur la page Facebook de la Chambre britannique, traduction en français, bien évidemment. Et on a donc le plaisir d'accueillir une brillante Younes Bensouda Mouri. Mais tout d'abord, donc, je voudrais parler de transformation digitale avec vous, Safa Hamdani. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de digitalisation des entreprises. On peut se mélanger un peu les pinceaux avec l'intelligence artificielle. D'abord, peut-être un petit point sur la transformation digitale. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça recouvre? Alors, merci beaucoup pour cette question. Je pense que c'est très important de commencer par la digitalisation, par la transformation digitale, avant de parler d'intelligence artificielle. Le cœur de ces webinaires est bien sûr l'intelligence artificielle, mais je pense que, comme vous le suggérez, il est très important de poser le cadre. Donc, on parle effectivement beaucoup de digitalisation, on y travaille beaucoup, c'est à la mode, c'est quelque chose qui est en vogue, et surtout, c'est quelque chose qui a un réel impact pour les entreprises, et c'est devenu un no-brainer, c'est-à-dire qu'on n'a plus le choix de se transformer, c'est devenu une nécessité. Mais le risque à éviter à tout prix, à mon sens, c'est celui de la digitalisation pour la digitalisation.
de mettre en place des outils à la mode et de pouvoir communiquer sur le fait que, vous savez, on fait une super transformation digitale, on a lancé un super produit, un super site. La digitalisation n'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Donc on commence par une vision, une mission, une stratégie, on fixe des objectifs avec des KPI clairs, des objectifs précis à atteindre. Et une fois qu'on a fixé tout ça, on regarde quels outils sont à notre disposition pour y arriver. Bien sûr, il n'y a pas que les outils digitaux, mais ils en font partie. Donc, c'est vraiment à mettre en regard de ce qu'on veut atteindre. Ouais. Donc, finalement, digitalisation et intelligence artificielle, c'est complémentaire finalement, Safa. Oui, pour moi, l'intelligence artificielle fait partie de la transformation digitale et du digital au sens large. Le digital, c'est un terme qui est très galvaudé, qui recouvre énormément de choses. C'est d'ailleurs un néologisme. Quand on regarde dans le Petit Robert ou le site de l'Académie française, on parle plutôt de numérique. Et vous pouvez demander à des personnes différentes qui sont toutes très impliquées dans le digital de le définir. Je suis prête à parier que vous aurez autant de définitions que de personnes. Ce sera bien sûr pas très éloigné, mais c'est tellement large qu'il n'y a pas de définition universelle, en tout cas pas que j'en connaisse. Donc, le digital, c'est un moyen de créer de la valeur pour l'entreprise, pour ses clients et pour tout son écosystème. Alors vous, justement, vous représentez un opérateur télécom. C'est vrai que les opérateurs télécoms font partie des grandes entreprises du pays, sont donc appelés à montrer l'exemple. Comment est-ce que chez Inouï, on se digitalise en tant qu'opérateur télécom? Comment est-ce que vous accompagnez aussi la digitalisation des entreprises? Tout à fait. Avant ça, j'aimerais juste partager avec vous un certain nombre de choses que le digital permet de faire dans l'absolu, avant de vous dire comment on l'a fait chez Inouï et comment on accompagne nos clients pour le faire. Donc, le digital, la transformation digitale, ça permet de créer et d'améliorer en continu des parcours en ligne pour nos clients et pour nos partenaires. Ça permet par exemple de donner accès à la vente en ligne, de permettre au client de tout faire de chez lui, de tout gérer de chez lui. Ça permet aussi de créer de nouveaux services et des offres personnalisées et contextualisées. Grâce au digital, on a accès directement au client, on n'a pas besoin qu'il passe en boutique, qu'il appelle le service client. On peut directement lui envoyer un mail, une notification, et grâce à toute la connaissance qu'on a sur ce client, sur ses usages, bien sûr en ayant son autorisation, on peut lui proposer des offres qui sont spécifiques, qui vont répondre à son besoin à un instant T, parce qu'on connaît son usage, son historique, et on sait s'il nous communique cette information, où il est, ce qu'il fait. Le digital, ça permet aussi de gagner en rapidité dans le lancement de nouveaux offres et services. Nouvelles offres et de nouveaux services, parce qu'on a des outils plus performants, parce qu'on utilise le cloud et qu'on n'est pas limité par la capacité, on n'a pas à attendre de commander les serveurs, de les recevoir pour ensuite développer des choses dessus, enfin faire tourner nos offres et services dessus. Donc ça amène au point de changement d'échelle. Le digital, ça fournit aussi les outils aux collaborateurs pour qui travaillent de manière collaborative. Et ça s'est avéré particulièrement indispensable en période de confinement. Le digital dans une entreprise, c'est aussi ce qui permet de simplifier les process et de les automatiser au maximum. Je ne dis pas que le seul moyen de simplifier les process, c'est par le digital, mais le digital est là en support et permet de fluidifier un certain nombre de choses et de les automatiser. Le digital permet aussi de sécuriser et d'améliorer les opérations, de faire de la maintenance qui est par anticipation. Et il y a un volet de données très important. Et quand on parle d'IA, on ne peut pas le faire sans avoir évoqué la dimension données. Donc, on n'a pas attendu l'accélération de la digitalisation pour utiliser les données dans une entreprise, mais c'est quelque chose qui s'accélère. Et la digitalisation, c'est vraiment un process continu parce que les outils s'améliorent en permanence et on peut toujours faire mieux que là où on était. Donc, très rapidement, sur Inouï, comment est-ce qu'on se digitalise? Il y a déjà tous les services et produits digitaux qu'on lance. Il y a Win by Inouï, je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Et, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais me permettre en 2 mots. Ah, c'est bien. Client. J'espère que vous allez faire des émules.
Donc, en 2 mots, oui, c'est le forfait 100% dématérialisé d'Inouï. Le client le compose comme il veut. Donc, il choisit le volume d'Internet, le volume de voix qui lui convient. Il peut le changer tous les mois. Il peut aussi retarder son renouvellement s'il part en vacances, qu'il ne veut pas utiliser son téléphone pendant quelques temps. Il peut ne pas payer le forfait du mois suivant et reprendre quand il veut. Tout ça, bien sûr, il le fait de son téléphone. Il a besoin de rien. Le client paye en ligne, il reçoit sa SIM chez lui. Donc en période de confinement, on a vu à quel point les gens appréciaient ça, parce qu'ils avaient besoin d'une ligne en plus, de plus d'internet et tout ça. On fait tout en ligne et quand on a une question, on va sur le site ou sur l'appli. Il y a le Willbot, donc notre chatbot qui répond à un certain nombre de questions et si besoin d'un agent, il est là pour répondre. Donc tout ça, c'est pas pour faire la pub de Win, mais pour dire que les opérateurs télécoms lancent des services 100% digitaux. On a aussi Inouï Money qui permet de digitaliser les transactions financières pour les non bancarisés notamment. Pour ceux qui sont bancarisés, ils ont leur appli bancaire, ils peuvent faire un certain nombre de choses avec. Et après, il y a tous ceux qui n'ont pas de compte bancaire pour différentes raisons. Ceux-là peuvent ouvrir un compte Inouï Money ou d'un autre établissement de paiement bancaire. Et Inouï a été premier opérateur télécom à lancer son service de paiement mobile qui permet notamment de faire un transfert de son salon sans bouger de chez soi et qui permet de payer ses factures en ligne, même si on n'est pas bancarisé encore une fois. Et à côté de ces lancements de ces services 100% digitaux, sur le Inouï Money, c'est digital. À un moment, il faut quand même faire rentrer de l'argent et donc mettre du cash. Inouï, au même titre que plusieurs opérateurs, enfin au même titre, on est en avance là-dessus au Maroc et puis on se rend compte que même à l'international, il y a pas mal de choses sur lesquelles on n'a pas à rougir. On est en train de digitaliser notre cœur de métier. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas d'avoir des danseuses, d'avoir quelques produits digitaux pour une cible digitale. On évolue dans tous les services qu'on offre à nos clients, quel que soit leur produit, le service dont ils bénéficient, et on évolue aussi dans notre manière de fonctionner. Donc, je ne vais pas vous parler de l'appli de gestion Inouï, du site inouï.ma, du fait de pouvoir souscrire en ligne aussi à une offre Inouï. Je vais plutôt mentionner les outils qu'on met à disposition de nos collaborateurs pour travailler efficacement de chez eux. J'ai également parlé de la nouvelle génération d'outils, de systèmes qu'on a mis en place pour faire évoluer nos systèmes d'information, notamment Salesforce, Velocity, dont on a parlé au lancement de Win. On est en train de généraliser à toute l'entreprise. On a mis en place un nouvel ERP. On travaille aussi sur tout le volet des données. Donc, on est en train de s'outiller, ou plutôt d'upgrader nos outils pour être à la pointe et aller encore plus vite dans la réponse aux besoins de nos clients, voire les anticiper. Et toutes les solutions qu'on met en place, c'est vraiment pour mieux connaître nos clients, pour mieux les servir, pour automatiser les tâches à faible valeur ajoutée et libérer le temps de tous les collaborateurs Inouï pour être plus créatifs, faire des choses à plus forte valeur ajoutée. Et ça nous permet aussi de mieux gérer nos opérations. Tout ça, ça nous permet aussi d'être les premiers à utiliser des solutions qu'on va pouvoir proposer à nos clients. Parce que, comme on le dit, comme le dit le proverbe, charité bien ordonnée commence par soi-même. On peut difficilement aller voir nos clients et les accompagner ou prétendre les accompagner dans leur digitalisation si on n'est pas soi-même déjà digitalisé, si on n'est pas dans cette dynamique et dans ce process continu de toujours aller plus loin, toujours digitaliser plus de choses. Et encore une fois, pas pour se digitaliser, mais pour répondre à notre mission du digital pour tous et à notre vision, à notre stratégie. Donc, on a vraiment commencé par, OK, quelle est la stratégie? Quels sont les objectifs qu'on veut atteindre? Et comment est-ce que le digital peut nous aider pour atteindre ces objectifs-là? J'arrive à une question sur les entreprises. Comment est-ce qu'on fait pour accompagner nos clients? On propose à nos clients un certain nombre de solutions au-delà de la connectivité pour qu'ils se digitalisent, quelle que soit leur taille. Bien sûr, on ne va pas forcément proposer les mêmes solutions à toutes les entreprises,
Les plus grandes entreprises ont plus de facilité à se digitaliser, à avoir accès à un certain nombre d'outils. Par rapport aux petites qui ont plus de mal à négocier avec les fournisseurs, qui n'ont pas forcément les compétences pour aller acheter les serveurs qu'il faut et tout ça. Et c'est pour ça qu'on a des offres en cloud et dans un cloud souverain. Donc Inouï a mis en place, construit le plus grand data center tier 3 au Maroc. Et c'est grâce à ça qu'on peut offrir le seul cloud souverain au Maroc pour des applications qui sont essentielles ou critiques. Donc, quand les clients reviennent chez nous, ils savent que leur application tourne et qu'elle ne va pas cracher parce qu'on a un souci au niveau du data center. C'est ce que signifie un peu le label Tier 3. Donc, il y a toutes les solutions en SaaS, dont SAP. Et on a été les premiers à proposer des solutions SAP en cloud souverain qui couvrent pas mal d'usages et pas mal de besoins des entreprises, que ce soit sur la comptabilité, sur la finance, la logistique, le marketing ou les ressources humaines. Et dès que les entreprises commencent à se digitaliser ou vont plus loin dans leur digitalisation, elles ont une crainte par rapport à la sécurité. Sécurité de leurs données, confidentialité, et c'est pour ça qu'on propose aussi des solutions de cybersécurité. C'est vraiment très important, je sais qu'on a beaucoup sensibilisé aussi bien les entreprises que les particuliers à la sécurité informatique, à la cybersécurité, et on a remis une grosse couche à l'occasion du confinement du Covid-19, parce qu'il y a eu une recrudescence d'attaques. Donc voilà un peu comment on accompagne les entreprises en termes de solutions, au-delà de la connectivité où NPerf nous a créé 3 années de suite meilleur réseau data au Maroc, et avec un large spectre de solutions de connectivité. Au-delà de tout ça, on a un accompagnement aussi auprès des entreprises avec nos équipes B2B qui accompagnent de manière personnalisée nos clients. Et à côté de ça, il y a un certain nombre de rencontres qu'on organise dans les régions, qu'on a organisées là de manière virtuelle étant donné le contexte. Je sais pas si ça vous répond à votre question, si vous avez plus d'éléments. Parfait, merci beaucoup Safa Hamdani. De toute façon, on reviendra tout à l'heure, juste après Younes Bensouda Mouri, sur votre vision justement de la digitalisation des entreprises au Maroc et comment l'intelligence artificielle peut être aussi une opportunité pour les entreprises marocaines. Alors, je suis ravi que Younes Bensouda Mouri ait accepté de nous accompagner ce soir pour ce webinaire qui est assez consistant. Je vois que le drapeau marocain accompagne Younes même aux États-Unis. Ça fait plaisir. D'ailleurs, je sais, Younes, que vous souhaitez revenir au Maroc. Vous nous direz pourquoi. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a des jeunes Marocains qui vont grandir ailleurs et vont revenir ici et ont le cœur au Maroc toute leur vie. Younes, d'abord, peut-être votre regard à vous sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle et peut-être quels produits vous ont le plus fasciné au cours de votre parcours à vous? So Younes, we wanted to get your perspective on artificial intelligence. So first of all, what is AI? Which AI projects or products have fascinated you the most so far? Yeah. Well, thank you so much for the question. I hope everyone can hear me. So before I get started, I'll just I want to thank the leadership and the organizers for bringing this together and for talking about AI and bringing these new initiatives for Morocco. I prepared a small presentation that I can talk about what AI is and how it could be useful for Morocco and for businesses in Morocco. So yeah, my name is Younes, as Landry mentioned. And what I usually do, I just teach AI courses here. So AI basically is a new wave of technologies that's going to come, just how, previously we were seeing the internet's bubble, and before that there was the Industrial Revolution. Now there is this new wave of technologies that's coming our way. And this is what AI is all about. It's about automation. It's about not having to do repetitive tasks all the time. It's about allowing people to have like meaningful jobs and to do what they really love rather than just
keep doing the same thing again and again and again. So, and one thing that I really want to say that I think is very important is that what we should do, we should not try to fight AI and try to keep everything like repressed down, but instead we should ride the wave and embrace the change and learn these new technologies to help develop our countries and the world as a whole. Because you know, like you don't want to be competing against a machine in the future. So ideally, you want to be programming these machines rather than going ahead and fighting along against these machines. So in a way, like our current system and what we've been trained to do for the past few years or the past 50 years or 100 years is our education system and our system as a whole was designed in a way that at the end forces you to compete against these machines, but in reality, you want to be the one programming these machines. And what's very important for us is to be able to put ourselves on the right, in the right position, on the right side of the battlefield. Like you don't want to be competing against them. So that's what my view of AI is. And I prepared a small presentation that I can talk about AI in general and about all these new technologies, really cool ones from computer vision to natural language processing to machine learning. And we can see the practical use cases of these technologies, which I think are fascinating and that we should try to adopt as much as we can. So I can go ahead and just show my screen. So hopefully everyone can see. Okay, perfect. So yeah, so here's a quick overview of what I'll be talking about. So first, I'm going to talk about AI and the different technologies in the business world and how we can use these different types of technologies to adopt AI. Then I'm going to talk about the loss and creation of jobs and professions. So I don't know if you're all familiar with a McKinsey report that was published, I think, last year, which said that by 2030, there will be about 800 million jobs that exist today that will no longer be available by then. And what I really want to do is I want to talk about the different kinds of jobs that will be there and what should we do to be able to position ourselves in a way to be part of those new jobs. And according to that report, it said that around 30% of jobs in the next 9 years will be at very high risk of automation. And what do I mean by high risk of automation? I mean that 70% of those jobs could be replaced by existing demonstrated technologies that already exist today. So this is not even incorporating all the new technologies that will be developed in the next few years. Anyways, and then I will talk a little bit about AI for businesses in Morocco and how we can use AI to help develop our economy and to create an AI-powered Morocco. And just on a side note, according to that very same report done by McKinsey, AI is about to generate $13 trillion in new value. So how does AI work? Just to explain for anyone who wants to know and for the general audience. So this is a cat picture. And what ends up happening, you end up sending it to an AI model, and it tells you that it is a cat over here. Now, the same thing, all this hype about big data, what ends up usually happening is you end up getting a lot of information, whether it's images or videos or speech or just normal inputs. And this is your X, and then you feed it into your AI model, and then that gives you your Y or your prediction. So you have an input and an output that you feed into your model, and it gives you a prediction. So there are a lot of use cases in AI. So the first one is computer vision. And I'll talk a little bit about how we can use computer vision in our daily businesses. So this is a picture of a woman at an assembly line. So you can see over here, there's another person right next to her. And there are these chips or whatever products that are being passed by
through this assembly line. And what she's doing here, she's either identifying what defects there are per chip or per product, and she is manually removing it from the assembly line. So what we can do with AI, instead of having someone manually for hours looking at chips or defects, or it could be even a food product, it could be some nuts or some peanuts that's just burnt. And instead of having someone manually remove it one at a time, one piece at a time, you can have a type of computer vision system that automatically identifies the defect or the chip that's not working, and it will remove it from the assembly line. So this is huge for industry because it automatically makes it much, much more efficient, much safer. The machine does not get tired. The machines can work at night. So there are all these good advantages that we can have to use computer vision in the business world. The other thing is automation, or like self-driving. So actually here in Silicon Valley, sometimes we do see cars driving alone. And this alone, just in the US, for example, there are 7 million bus drivers. So if this again comes to life at full scale, then it'll also help be more efficient. And also these systems are much safer because these self-driving cars, like they do not get tired, they're not drowsy, they're not sleepy, and so forth. And then healthcare. And healthcare is an important thing. That means a lot to me because my brother and my father are both doctors. And this is an image of a radiologist looking at an X-ray. And just a few years ago, one of my friends over here in Stanford AI Lab, they developed a chest X-ray that could diagnose better than a doctor with much higher accuracy. And I thought that was really cool and interesting. And we can use these technologies even in remote places where we have a lack of doctors, for example. The other thing is machine learning in the business world. So previously I spoke about computer vision and how we can use it in the business world. Now I'll talk about machine learning. And the first most lucrative vertical of machine learning is advertisements and marketing. And I know it's not like the most meaningful project, but it is actually the most lucrative thing that people use in AI, and just those ads and clicks. So imagine, for example, you're working for a big company like Google or Facebook or any of these large companies, and you have 1 billion searches. Now, if you're to improve the accuracy of your model, meaning someone's going to click at an ad or not, just by an extra 1%. So 1% of 1 billion, I think, is around 10 million. So you have 10 million extra clicks just by increasing the accuracy by 1%. Now, if the cost per click on average is $1, so you just increased revenue by $10 million per day. So you can see how this is a multi-billion-dollar business and how much value it does bring to businesses and consumer enterprise. And this is something that we can also be using, for example, in Moroccan businesses for advertisements and marketing. The other thing that is very useful is strategy. So many times, like when you're launching a company or a business, there are multiple expansion strategies, multiple marketing strategies, multiple exit strategies. And how do you define which strategy you're going to follow? And in this scenario, you can also use machine learning to identify, for example, which customers you should focus on, the top tier customers, the middle tier customers, or the lower tier customers, and at what points and how to attack each category and how much ROI will each category of these customers bring about. And then the last one is security. And security is another very, very important topic where AI is very useful, because as we're going to digitize more and more, we're going to rely more on these security systems. So these security systems could range from, face verification to fraud detection and so forth. The third type of AI is natural language processing, and this is my favorite type, the one that I enjoy the most.
And the first thing is information extraction. So let's say that you're running a Moroccan business and you have a bunch of documents that have, Q1, Q2, Q3, and so forth earnings. And you can use natural language processing to extract information from these documents to Excel files. The other one is customer service. So for example, with the COVID-19 situation, what's happened is many students were calling universities asking about the deadlines, asking about whether the university is open or is closed, when our class is going to be resumed, and so forth. And if you have 10,000 students, 15,000 students, 20,000 students, or customers, or whatever, you cannot physically answer everyone by phone call using humans. So what they resorted to, chatbots to answer these students' questions. And this is also an important, this technology of natural language processing and chatbots is also important for education, because you can have a personal teacher or a personal assistant with you all the time. Translation is another important subject where you can use AI. And the reason why translation is important is, imagine right now I'm giving a talk in English, and what we can have someone like an AI bot in real time translating my talk in 100 different languages in real time. And that's an existing use case of natural language processing, which could be used in businesses for expansion strategies and so forth. Now, this is where it gets interesting, the loss and creation of new jobs and professions. And what's really interesting is that, when I was young, they asked me, what do you want to be when you grow up? And I always said I wanted to be a doctor. Now, for the next generation, you cannot ask them, what do you want to be when you grow up? Because who knows what kinds of jobs will be there when they grow up, and if even the job they want to be will still be there or not. So this is an interesting topic, and I'll talk a little bit about how different jobs are being affected, and just so we can position ourselves in a way to help avoid any problems or to come up with new professions where people can go to. So manufacturing, as I previously said, like having people on the assembly line, that could be automated with AI. And it generates a lot of efficiency and a lot of profits for businesses. The other thing is agriculture, and I know Morocco is really big on agriculture. And many times when people water or irrigate their plantations or their farms, what ends up happening is they often set a specific time to water the plants or the crops. And it might be 6 p.m. after sunset or in the morning. But in reality, different times of the year and different seasons and different temperatures and different humidity levels all incorporate into the timing of the irrigation or the fertilization system. And we can also have drones that could go into these crops and identify the types of diseases that our farm is suffering from, and they could automatically recommend what kind of medication to do for these crops. The other component is food services, and this is really interesting because there's restaurants over here in San Francisco that's fully automated with robots. So you just go in, you order, and the robots prepare everything, and they give you back your food. And there are like any meals, you can choose whatever meal you want. The robot will prepare it for you. The other thing is shopping. So I know, we spoke a little bit about how recommender systems and advertisements can help, but there's a new startup actually, where instead of going to change your clothes, you can just look at the mirror and choose which clothes you want to try, and you will see yourself wearing those clothes without having to go and change them. So you can see how AI is also changing shopping, and this will have like huge consequences because no one's going to have to unfold or fold the clothes again, and you can just do it remotely. Transportation and logistics is another very big one. There are like a few startups over here in the area. So let's say that you have, for example, a ship that's going to go from New York City to Tangier, which is where I grew up. And the ship usually just takes, a straight line all the way. But what you can do, you can use AI
to identify, different currents, different water temperatures, different friction points to take maybe a certain current and minimize fuel consumption. So that's another practical use case where you can use AI for shipping. For logistics, that's another vertical where AI has a lot of value. And what ends up happening is basically you can design paths based off different inputs for maximal efficiency. The last vertical is education, which is something that means a lot to me. And like often growing up, I'm sure everyone went through the same thing. You would go to class and the teacher will tell you, do problems 2, 4, 8, 10. They'll give you just a bunch of problems. You're going to go home and you're going to solve these problems. But in reality, different people have different learning rates. Meaning if I'm fast in math, I can go quickly because the AI will automatically give me problems that I can learn from. And if someone else is slow, then they can go ahead and go at their own pace. And by the end of the day, you can end up having someone who graduated high school at the age of 12, or someone who graduated high school at the age of 30. But the whole point here with personalized education, having like an AI chatbot with you all the time, you can go at your own pace. And that's another key aspect of where AI is going. So AI for businesses in Morocco. So I think in order for us to start AI in these businesses, the first thing is partnerships with AI experts to build internal AI teams. So you cannot outsource. I mean, technically you can outsource, but what I would recommend is building an internal AI team. And the reason for that is because as these AI models will keep getting new data, the predictions will change. And then you're going to have to monitor these models and maybe add other inputs or change few architectures of these models. So having these internal AI teams is really, really important for Moroccan businesses and for businesses in general. And it's good to just be able to monitor what the model is doing at every single time. And if you were to outsource that, it's going to be a little bit harder. And one other thing is with the COVID situation, what ended up happening is we ended up having a lot of remote work, meaning that you can be an engineer anywhere in the world and all you need is a computer and a keyboard to work wherever and from wherever. That means that what we can do, we can prepare, we can make Morocco an AI-powered country and have AI engineers from Morocco work everywhere else in the world. So that's another very big advantage for Morocco. So just to conclude, what I want to say, and this is very important, is, for example, when we teach a class here at Stanford, if we put in a little bit more time at first, just to flush out the logistics of the course, the grading distributions, the programming assignments, when they're going to go out, when they're going to come back, that usually saves us a lot of time down the road. Meaning that if we put in a little more effort just in the beginning, it has exponential returns in the long run. So this is just at a micro scale with one course over here. Now with AI, it is the exact same thing. It's the same analogy. If we were to start today and really try to train people to learn AI and to use AI in our consumer enterprises and to just implement these new technologies, in the long run, 5-10 years down the road, we're going to be, far, far away from anyone else who started later on. And if we were to wait another 5 or 10 years before we start adopting AI technologies, we're just going to be left behind in the race. So it is very, very important that we start as soon as possible, because I feel like in the long run, there are going to be clear winners and clear losers in the AI race. And ideally, what we want to just start as soon as possible. So in the long run, we can, have things going on for us without us having to constantly be working against these robots. So this was, wait, let me, how do you start? Okay, perfect. Yeah, so this was an overall view of
AI and where AI is being used in businesses nowadays. And I really hope that we can start developing AI technologies for Morocco. And happy to answer any other questions. Alors, peut-être trois autres questions avec vous, Younes. D'abord, peut-être le fait que l'intelligence artificielle, ça peut faire peur aussi. On se pose beaucoup de questions. On pense tout de suite, d'ailleurs, quand on parle intelligence artificielle, à des films de science-fiction, hein, comme Minority Report. Quand on entre d'ailleurs intelligence artificielle dans un moteur de recherche, c'est souvent des robots déshumanisés. C'est un monde du futur qui paraît pas tellement très familier. Est-ce que vous avez peur de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on a besoin de réguler cette intelligence artificielle au niveau mondial? Est-ce qu'un conseil éthique au niveau de l'ONU, ça devient essentiel selon vous? Yes, thank you for the question. I think AI is very useful and could be used as a friend, but I think the thing that scares me the most about AI is when we use AI in the military. So military robots are probably the most dangerous thing out there. Because I feel like the wars of tomorrow will be fought by AI experts. You can have a robot that automatically does face verification in a small drone and then just targets the person. So that's the thing that scares me the most. The other thing on regulating AI, I think it's very important for consumer enterprises to carefully use AI. Because AI is like a tool, it's like a weapon. You can either use it well, or you can use it to waste people's time. So you can either use it to, for example, on social media to make sure that people stay on Facebook and on Twitter and on LinkedIn and on all these big, companies that keep using AI to maximize retention rates. Or you can use it, for example, for education, for businesses to help people have more meaningful, lives and better improvements throughout. So I think that, yeah, we should regulate AI and we cannot just use AI wherever we want. Est-ce que l'IA coûte cher? Est-ce qu'elle nécessite de gros budgets, forcément de gros investissements pour une entreprise? Est-ce que c'est accessible pour des petites structures? Yeah, thanks for the question. So AI in general does not cost much. The most expensive thing is just training like people to use AI and how to develop these models and structures. The thing is, like, if some models to train them, sometimes it could cost a lot of money. But in reality, what people do, they just download like a big model and then just run it. So I think that for Morocco's purposes, we can definitely just all we need is a computer for the people, and then they can just go ahead and start learning these AI technologies and developing them in real world businesses rather than. Because it's not like an industrial company that you're launching that requires millions of dollars for machinery or for logistics. All it takes is a computer and just some know-how. Très bien. Alors, on a Rita qui est avec nous, je pense, en traductrice. N'hésitez pas à intervenir pour traduire les questions pour Younes. Peut-être une question, Younes, sur finalement les nouveaux métiers de l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'on ignore encore beaucoup de choses sur ces nouveaux métiers. Il va falloir mettre le paquet, notamment sur la formation, non? Yes. So in terms of jobs and future work for AI technologies, I think there's going to be a lot of computer scientists and AI engineers in the future. Because these robots need maintenance, they need people monitoring the data, people deploying new strategies, and so forth. So I think we're going to need a lot more AI engineers, a lot more, like people who working in 3D printing, or people working in monitoring self-driving cars, people working in new regulations for these self-driving cars, like people working in flight control. There are all these verticals that will keep going, and just just how in the past we were afraid of machinery or industry is going to take away so many jobs, but it's also created so many more new jobs, right? Because we needed people who are experts in machines, people who are good at the assembly line, good products managers and so forth. So it's the same thing with AI. Sure, it's going to take away a lot of jobs, but it's also going to bring about so many new jobs. And what we should do, we should just try to prepare ourselves and our kids in the next generation so that they can
be well prepared to take on these new jobs and these new tasks. À quoi peut ressembler l'entreprise de demain avec l'intelligence artificielle selon vous? Yes. So there are two things in the short run and in the long run. I think in the short run, for example, if you're to look at a self-driving car, at first the AI does not automatically drive from end to end alone. It started by doing some, assisted driving. Maybe in the highway, the AI is going to take care of it. And then slowly the AI gets better and better until it starts going into full automation. So similarly, in the short run, I think we can use AI technologies to assist people in medical operations or in healthcare or in education or in manufacturing or in industry or in retail. So we can use AI as a tool for assistance. And maybe as the AI gets better and better, instead of having a human having to go through all the processes and the labor of that, then the AI will slowly improve and get better with time. But I think we'll always still need humans regardless. Allez-y. I'm sorry? Vous comptez revenir au Maroc, Younes, hein, rassurez-nous. Vous allez revenir au Maroc. Oui, I want to come back. I'll come back at some point and help Morocco with AI, at least help with, maybe train a few people and make Morocco an AI-powered country and develop these new tools and new businesses and new projects. Merci Younes, et n'hésitez pas à rester avec nous, on aura des questions du public dans quelques instants. Safa Hamdani, je rappelle que vous êtes chef digital officer chez Inouï. Quelle est la place de l'intelligence artificielle aujourd'hui concrètement dans la digitalisation de l'intelligence artificielle ici au Maroc, et comment vous voyez son développement dans un moyen ou long terme? Alors, je ne pourrais pas mieux répondre que Younes Bensoudin, c'est l'expert en la matière. Donc, ce que je vous propose, j'ai bien compris qu'il y aura la traduction complète de tout ce qu'a dit Younes dans quelques jours. Mais pour les personnes qui nous suivent en live, je propose de reprendre très rapidement les messages clés communiqués par Younes, et ça me permet d'embrayer dessus, ce que je vais encore une fois pas répéter, et je ne vais pas aller plus loin que l'expert là-dessus. Donc, en quelques mots, ce que je retiens, c'est que l'automatisation permet de soulager les équipes des tâches répétitives. Et sa recommandation au début de son intervention, c'était de ne pas se battre contre l'IA. Quelque part, c'est perdu d'avance. On n'a pas intérêt à être en compétition avec l'intelligence artificielle, mais on a intérêt à l'apprivoiser, à l'utiliser à notre avantage et à être ceux qui la programment. Donc, il va y avoir une compétition mondiale, il y a plusieurs pays qui se sont déjà positionnés, qui sont en avance, mais le match n'est pas joué, pour expression. Mais grosso modo, on a encore une chance de se positionner et de ne pas être les perdants de cette transformation avec l'intelligence artificielle qui se développe. On n'est pas en train de parler de singularité, on n'est pas arrivé jusque-là. En quelques mots, pour montrer un peu de quoi on parle, l'enjeu de l'intelligence artificielle à horizon 2030, et là, Younes citait un rapport de McKinsey, environ 30% des emplois seront à risque, et parmi ces emplois à risque, il y en a 70% qui pourraient être remplacés par des technologies qui existent déjà aujourd'hui. Donc, on n'intègre même pas les technologies qui sont en train de se développer et qui seront là en 2030. Et en termes de valeur, on est sur 13 trillions de dollars. J'avoue que là, j'ai un peu du mal à réaliser. Ouais. Ensuite, allez-y. Quel autre message essentiel vous retenez de l'intervention de Younes? Très rapidement, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose d'assez large. Oui. Ça recouvre ce qu'il appelait computer vision, donc la vision par ordinateur, où un ordinateur reconnaît des images. Et très rapidement, Younes a partagé entre autres un exemple industriel où il y a une personne qui vérifie que des pièces sont bien conformes. Mais un ordinateur peut le faire de manière beaucoup plus fiable, beaucoup plus rapide, et en travaillant 24 heures sur 24. Et ensuite, le machine learning, qui est l'apprentissage par la machine, avec 3 grands axes. Après, là, je dis ce que disait Inès, après j'y reviendrai avec ma perception des choses. Il y a le marketing et la communication,
qui sont adeptes ce qu'il y a de plus lucratif dans l'intelligence artificielle, avec notamment une intervention forte de l'IA dans l'amélioration de la précision des campagnes de marketing digital. Et là, Younes donnait des chiffres et on était sur un gain potentiel sur le marketing digital de 10 millions de dollars par jour, avec une amélioration de la précision de 1%. Je vais accélérer un peu. Donc, il y a aussi une utilisation du machine learning au niveau de la stratégie. En tant qu'entreprise, on identifie plusieurs stratégies potentielles. Après, ça prend beaucoup de temps, de ressources d'identifier la meilleure stratégie à adopter. L'intelligence artificielle et le machine learning en particulier peuvent nous aider là-dessus. Et il y a un aspect sécurité aussi sur lequel le machine learning peut intervenir. Je ne m'appesantirai pas là-dessus. Il y a ensuite le Natural Language Processing. C'est le fait de processer le langage naturel avec une dimension d'extraction d'informations. Donc, on a un très long texte et on va très vite sur les informations qui nous intéressent. Et il y a aussi une dimension de conversion de la voix vers le texte et inversement, qui aurait notamment pu permettre de traduire en direct par écrit ce que disait Younes, parce qu'il y aurait eu d'abord une conversion de l'anglais parlé vers l'écrit en anglais, une traduction immédiate et un affichage en temps réel de la traduction en français sur les écrans. Et donc là-dessus, il y a plusieurs exemples qui ont été cités comme des applications du Natural Language Processing. Ensuite, Younes a cité des secteurs qui peuvent particulièrement bénéficier de l'intelligence artificielle avec un impact positif sur la société et il a notamment mentionné l'éducation, où l'intelligence artificielle pourrait permettre à chaque élève d'étudier à son rythme et pour éviter de laisser des élèves sur le carreau. Et Younes a aussi évoqué le secteur de l'agriculture qui est particulièrement important au Maroc, avec notamment un système d'irrigation qui peut être programmé pour s'adapter au type de plante pour prodiguer un traitement qui est très spécifique, avec un fonctionnement 24/24 et tout ça. Et il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est pas pour me mentir, mais celui du restaurant. Je ne savais pas, sinon j'y serais bien allée manger à San Francisco. Et donc il y a un restaurant où il n'y a que des robots et où les robots prennent les commandes et les préparent. Il y avait d'autres exemples, mais je propose de passer à la suite. Sur la recommandation de mettre en place une équipe d'intelligence artificielle, ce que Younes disait là, c'est qu'il recommandait de mettre en place une équipe d'intelligence artificielle interne, parce que le tout, ce n'est pas de lancer l'intelligence artificielle, de commencer un projet, mais c'est de monitorer les modèles et de les faire évoluer en continu. Et le fait d'avoir les ressources en interne dans la durée permet de le faire. Younes a aussi évoqué la question des emplois, que tout le monde se pose dès qu'on parle d'intelligence artificielle. Donc, il y a bien sûr des emplois qui vont disparaître, mais d'autres qui vont être créés. Et notre enjeu, c'est de nous préparer à être de ceux qui sont en mesure de tenir les emplois qui sont créés par l'IA. Et là, à l'ère du digital, je ne parle même pas d'IA, on n'a pas besoin d'être sur place pour occuper un job. Donc, si on forme nos jeunes, ils pourront apporter de la valeur sur l'intelligence artificielle dans le monde entier. Sur la question que vous avez posée de ce qui fait peur à Younes par rapport à l'IA, c'est l'utilisation de l'IA dans l'armée, dans tout ce qui est militaire. Et sur le côté de qu'est-ce qu'il y a de plus positif et quels sont les apports et les inconvénients quelque part de l'IA, les risques, ou les côtés plus négatifs. Donc, Younes disait qu'il y a des deux, bien évidemment, comme dans tout le progrès qu'on fait. Ce qu'il disait en quelques mots, c'est que l'intelligence artificielle, c'est un outil qui est à notre disposition. C'est à nous de choisir si on l'utilise positivement ou négativement. Et sans aller dans le militaire, dans l'armée, dans des choses graves, il y a des choses très positives qu'on peut faire dans l'éducation, dans l'apprentissage. Et puis, il y a aussi un certain nombre d'entreprises dans le digital qui utilisent l'intelligence artificielle pour nous faire passer plus de temps sur les plateformes, sur du divertissement. Alors, justement, Safa, peut-être un exemple concret avec vous. En tant qu'opérateur télécom, qu'est-ce que l'intelligence artificielle a changé pour vous et qu'est-ce que ça peut changer également à l'avenir?
Alors, avant de parler d'intelligence artificielle et ce qu'elle nous a apporté, je vais revenir aux données. Parce qu'on ne peut pas parler d'intelligence artificielle si on n'a pas d'abord des données de qualité, qu'on ne sait pas si elles sont fiables et qu'on ne les a pas déjà traitées en interne. Donc, la donnée a de tout temps été très importante dans les entreprises. Ce qui a changé avec le temps, c'est la quantité de données auxquelles on a eu accès et la fraîcheur des données aussi auxquelles on a accès. Il y a quelques dizaines d'années, on ne pouvait pas rêver d'avoir les chiffres des ventes à la fin de la journée. Parce que les systèmes à l'époque, les puissances de calcul ne le permettaient pas. Enfin, je parle d'une entreprise de taille normale et pas des digital natives. Aujourd'hui, c'est différent. On dispose d'énormément de données, que ce soit des données internes ou des données externes, et on a des données en temps réel. Donc déjà, ce qu'on fait chez Inouï, c'est d'utiliser ces données-là pour mieux piloter notre réseau, pour mieux piloter notre performance, pour mieux connaître nos clients, développer des offres qui répondent au mieux à leurs besoins et surtout proposer à nos clients les meilleures offres au meilleur moment. C'est ce qu'on appelle les next best offer, next best action. Une fois que le client a fait un achat ou qu'il a regardé un film, que sais-je, on va utiliser cette donnée-là et les algorithmes qu'on a développés en interne pour lui pousser la bonne offre. Là, je n'ai pas encore parlé d'intelligence artificielle, vous l'aurez constaté. C'est on a des données, on fait en sorte qu'elles remontent en temps réel. On a des data scientists, on a des personnes compétentes sur le volet données. Elles ont développé des algorithmes, elles ont identifié un certain nombre de corrélations et elles ont défini un certain nombre d'actions à lancer dans certaines conditions. Donc, en quelque sorte, ils ont mis en place des règles dans les algorithmes en disant si le client a moins de 500 mégaoctets de données, ça c'est le truc basique, on lui envoie un SMS en disant « Bonjour monsieur le client, vous avez presque épuisé votre volume de données, vous pouvez recharger » et on lui met un lien pour lui faciliter la vie. On peut aller un peu plus loin avec un algorithme un peu plus poussé et en ayant des données sur l'historique d'utilisation du client et en sachant avec son accord ce qu'il est en train de faire, quand le client est sur Netflix et qu'il s'apprête à regarder un film. Et on connaît la qualité de ce film-là. Ouais. Et on connaît le volume de data dont dispose le client. S'il dispose du bon volume de data, il n'y a rien à faire, super, on sait qu'il va avoir une bonne expérience, qu'il va passer une bonne soirée en famille, tout seul à regarder son film. S'il n'a pas suffisamment de données, on a deux manières de faire. Soit on lui propose de prendre un pass ou d'acheter des données pour regarder son film jusqu'au bout avec la qualité de données qu'il a choisie, soit on peut lui recommander de dégrader la qualité de son film, mais s'il regarde sur son téléphone, c'est pas gênant, pour que l'Internet qu'il a sur son forfait ou sur sa carte prépayée lui permette d'aller jusqu'au bout. Donc ça, ce sont déjà des choses qu'on peut faire sans intelligence artificielle. L'intelligence artificielle nous permet d'aller plus loin. Et là, je vais revenir sur ce que disait Younes tout à l'heure. Aujourd'hui, on a nos data scientists qui vont programmer les algorithmes, qui vont les monitorer, qui vont étudier leur efficacité et qui vont devoir les ajuster. Avec le machine learning, il y a différentes manières de faire. On peut partir d'un algorithme qui a été construit par l'homme et on a la machine qui l'optimise. Et donc, c'est une machine qui est apprenante, qui, en fonction des résultats obtenus par cet algorithme, va faire des ajustements. On a aussi certains algorithmes qui peuvent être construits directement par la machine ou par l'ordinateur. Et donc, que la machine va tester, parce qu'on l'a alimenté en données. Elle a vu des données en input, elle a vu des choix effectués, des décisions prises par l'homme. Et sur cette base-là, elle construit un algorithme qu'elle va améliorer. Et du coup, l'intelligence artificielle nous permet d'aller plus loin dans les services qu'on propose. Elle nous permet de faire plus de choses avec les mêmes ressources. Et ça permet à nos ressources de faire autre chose. Ça leur permet de libérer leur créativité, ça leur permet d'éviter toutes les tâches qui sont répétitives et de créer des choses nouvelles. Là, je vous ai donné un exemple qui est plutôt marketing, quelle offre est-ce qu'on propose, mais ça vaut aussi pour le réseau.
On peut monitorer nos systèmes et on peut faire beaucoup de choses grâce à l'intelligence artificielle en tant qu'opérateur télécom, et c'est vrai dans beaucoup de secteurs. Alors, Safa Hamdani, très rapidement, 3 dernières questions. D'abord, sur cette crise du coronavirus, on en parlait tout à l'heure en introduction. C'est vrai qu'elle a accéléré ici au Maroc la transformation numérique, elle l'a intensifiée davantage. Quels risques et quelles opportunités, selon vous, l'intelligence artificielle peut-elle fournir aux entreprises? Et puis, pour une entreprise marocaine, comment maximiser l'impact de cette transformation digitale en termes de gains de productivité? Alors, pour les risques, on les a déjà évoqués, donc je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit. Je vais insister sur tout ce qui est sécurité, qui n'est pas propre à l'intelligence artificielle, hein, mais dès qu'on est sur de la donnée, il y a des menaces sur la sécurité. Et c'est pour ça qu'on développe des solutions de cybersécurité. Il y a des risques éthiques qui ont été évoqués par Younes. Il y a aussi des risques de reproduction et d'accentuation de biais. Et ça a été vu notamment dans des algorithmes qui ont été utilisés par je ne sais plus quelle entreprise dans le recrutement. Parce que les algorithmes, l'intelligence artificielle, n'invente rien. Elle part de données et d'outputs de choix qui ont été faits par l'humain. En tant qu'humain, on est biaisé. Et comme la machine apprend d'algorithmes qui sont biaisés sans savoir qu'ils le sont, elle risque de reproduire ces biais, voire de les accentuer. Or, l'humain peut être conscient de ces biais et chercher à les atténuer. En ayant 2 humains qui screenent par exemple des CV, on peut faire en sorte de mettre en place des personnes, d'avoir des personnes qui travaillent ensemble, qui ont conscience des biais l'un de l'autre. Donc bien sûr, chacun va travailler à les réduire, mais c'est humain d'en avoir. Et donc ces personnes-là vont réduire le biais global. Alors que si on entraîne des liens sur la base des données disponibles aujourd'hui avec tous les biais qu'il y a, on n'a aucun moyen de contrôler ça. Et il y a même un risque plus grand, c'est qu'on ne se rend pas compte que la machine est biaisée. Autant l'homme, on sait que l'erreur est humaine et qu'on a tous des préconceptions, autant la machine, on s'attend à ce qu'elle soit parfaitement neutre. Donc ça, c'est un risque que je pensais important de soulever. Ça n'enlève rien à l'apport de l'IA. Il faut juste en avoir conscience quand on la met en place. Aussi bien dans les données qu'on lui fournit, on peut éventuellement penser à les corriger, que dans l'usage qu'on fait des retours. Donc ça veut dire qu'il y a certains résultats à prendre avec des pincettes, il y a certains croisements, certaines vérifications à faire, et c'est ce que disait Younes tout à l'heure quand il parlait de monitoring. On ne lance pas l'IA toute seule sans que personne ne vérifie ce que ça donne comme résultat. Donc ça, c'était sur les risques. Je préfère les enlever de la route pour parler des apports. Les apports sont déjà en termes de qualité, de standardisation, parce qu'on est humain. Donc, si je prends l'exemple du service client, on va écrire des scripts. Mais la personne peut improviser surtout à l'oral. Elle ne va pas forcément sur les scripts à la lettre. Alors qu'une machine, au lieu d'un script, elle ne bouge pas d'un iota. Plutôt, elle ne fait pas bouger le script d'un iota. On gagne, donc ce que je dis, c'est on sait ce qu'on a comme expérience et elle est uniforme dans le temps, elle ne bouge pas. C'est propre de la machine. On gagne en rapidité. Parce qu'on a des puissances de calcul qui sont énormes. Et du coup, on va très vite, sans parler du 24 sur 24, 7 jours sur 7. Les machines ne prennent pas encore de congé, elles ne dorment pas. Tant qu'on les alimente, tout va bien. C'est un apport en termes de productivité. Quand on parlait de qualité, de rapidité, on gagne en productivité. Mais ça ne veut pas dire qu'on va réduire la masse salariale ni qu'on va avoir moins de personnes. Ça veut dire que la valeur ajoutée qu'on va créer avec une certaine équipe va être décuplée. Les personnes vont être mises sur des choses à valeur ajoutée. Donc déjà, elles vont être plus motivées. Elles vont arrêter de faire toutes les choses qu'elles reproduisent tous les jours et qui, au bout d'un moment, érodent leur motivation. Et c'est normal, même si on se fait toujours en sorte qu'il y ait des choses nouvelles à apprendre. Donc, ça libère vraiment des ressources.
et ça crée des choses complètement nouvelles. Ça nous permet d'explorer des choses qu'on n'avait pas le temps d'explorer avant. Et ça permet aussi des choses, de voir des choses que l'humain ne voyait pas. Parce que là, on développe des algorithmes, on a des gens très intelligents qui sont brillants, qui les développent, mais leur temps est limité, leur puissance de calcul quelque part est limitée. Ils ne peuvent pas fouiller tous les chemins, si je dirais, toutes les possibilités, comme le ferait une machine. Et c'est quelque chose qui s'améliore en continu. L'humain peut bien sûr s'améliorer, mais on a tous une limite de compétences. Bien sûr, on se forme en continu, on fait en sorte de se développer. La machine se développe vraiment en continu. Et c'est un des grands apports de l'intelligence artificielle. Après, et encore une fois, je vais revenir sur ce que disait Inès, qu'on parle du même sujet, on se rejoint sur ce qu'on pense. L'intelligence artificielle, c'est un outil. Et je vais dire la même chose que ce que je disais de la digitalisation tout à l'heure. Oui. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous attend. Donc, ce que je disais, l'intelligence artificielle n'est pas une fin en soi et ne devrait pas être une fin en soi. Bien sûr, il faut qu'on prépare nos ressources, il faut qu'on les forme, il faut qu'on fasse en sorte d'être prêt pour le monde de demain où l'IA va prendre de plus en plus de place. Mais en tant qu'entreprise aujourd'hui, en tant qu'individu, on ne doit pas se dire « je dois faire de l'intelligence artificielle à tout prix ». Je dois à tout prix lancer un projet d'intelligence artificielle et être le premier à l'annoncer. Ok, ça va peut-être permettre d'attirer quelques jeunes recrues en se disant « super, cette boîte est très intéressante, elle est à la pointe et elle fait de l'intelligence artificielle ». Ça va permettre de faire une belle opération de com. Mais ça ne va pas créer de valeur. Pour créer de la valeur, on a besoin de définir encore une fois des objectifs et de définir des use cases sur lesquels l'intelligence artificielle peut apporter de la valeur. Une fois qu'on voit le portefeuille de projets d'initiatives qu'on a dans une entreprise, bon, on peut systématiquement se poser la question de la valeur que l'intelligence artificielle peut apporter. Alors, Safa Hamdani et Younes Bensonamouri, on approche de la fin de ce webinaire. Je voudrais vous poser peut-être deux questions du public qu'on a sélectionnées. D'abord, qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous, aux entreprises marocaines qui hésitent encore à passer à la transformation digitale et à l'intelligence artificielle? Et puis, comment l'IA peut peut-être participer activement à la relance de l'économie après cette crise du coronavirus? You want to go first? Allez-y, Younes, allez-y. You can go first. Ok. D'accord. Donc, ce que vous disiez, c'est comment rassurer une entreprise, comment la pousser à y aller. Écoutez, je vais dire la même chose que ce soit pour la digitalisation ou pour l'intelligence artificielle. Déjà, je pense qu'il faut pas se dire, voir ça comme une montagne et se dire que c'est très compliqué et qu'on n'a pas les moyens. Il n'y a pas une seule manière de faire de la digitalisation, une seule manière de faire de l'intelligence artificielle. Chaque entreprise, à son niveau, avec ses moyens, peut se digitaliser et peut utiliser l'intelligence artificielle. Ensuite, je ne répéterai jamais suffisamment qu'à chaque fois, il faut se partir de ses objectifs. Et ensuite, je recommanderais grandement, au-delà du fait de fixer des KPI avec un échelonnement dans le temps, en ayant des objectifs bien précis, j'insisterai sur une approche pragmatique. Encore une fois, sur la digitalisation et sur l'intelligence artificielle. Je ne pense pas qu'il soit souhaitable, en tout cas pas pour toutes les entreprises, de faire un Big Bang et de se dire que du jour au lendemain, on va tout digitaliser et qu'on va mettre de l'intelligence artificielle partout. Dans les deux cas, je recommande de choisir des use cases, de choisir des cas d'usage et un projet bien précis, de préférence un projet qui a beaucoup d'impact et sur lequel les ressources sont motivées, mobilisées et sont intéressées. Une fois qu'on a choisi ce projet-là, c'est très important d'aller jusqu'au bout et de ne pas arrêter les investissements au bout de quelques mois parce qu'on ne voit pas les résultats. Il faut persévérer, que ce soit dans la digitalisation ou dans l'intelligence artificielle. Il y a une dimension d'apprentissage qui est très importante. Donc, c'est important de donner le temps au temps, de donner le temps à tout ce qu'on lance de donner ses fruits.
Donc vraiment approche pragmatique, et il y a une dimension d'accompagnement au changement qui est extrêmement importante. La partie facile, c'est de choisir les bons outils et de les mettre en place. Ce n'est pas la technologie qui est la plus compliquée là-dedans, c'est vraiment l'humain. Parce que si vous mettez en place un outil, un système, et que autour, les personnes dans l'équipe rejettent tout ça, ou ont peur d'être remplacées, et vous ne gagnez rien, au contraire. Vous avez des gens qui ont peur, du coup, qui vont être moins productifs, moins efficaces dans ce qu'ils font comme ils le font aujourd'hui, et ils vont clairement pas utiliser ce que vous leur mettez à disposition. Alors que s'ils comprennent que c'est dans leur intérêt, qu'ils ont beaucoup à y gagner, qu'ils vont faire des choses plus sympas, et qu'ils vont être soulagés de ce qui les intéresse le moins dans leur job, ben, ils vont être ravis, et même eux vont être force de proposition et être très motivés. Younes Bensouda? Yeah, thanks for the answer. I agree with her on use cases, different use cases for AI. Totally makes sense. The thing with AI and whether companies who are hesitating to jump into AI, there are like different sectors, right? So there is agriculture, for example, there is like tech, there is manufacturing, there's education. But first comes digitization, and also like it depends. If you're launching, for example, a website and all your business is already online, then definitely, yeah, you can go ahead and start incorporating AI directly. But if you're in manufacturing and you still require to it requires some time to get some more data, then that's going to take a little bit longer. So I think for companies that are hesitating like to start AI, I think it's going to take some time to like the company does not become an AI powered company by the next day. You know, it takes some time, it takes some practice, it takes training people, it takes accumulating data. You know, it takes an entire mindset to start building these AI powered companies. So my like what I would suggest is, you know, we can start small, start slowly with this, you know, simple model that's maybe is not working that well, but with time it's gonna improve and it's gonna keep improving as time goes by. So for Morocco, I think like we can start, and you know, like we're not gonna be the best like after 24 hours, but you know, after a year, after 2 years, after 3 years, progress will be gradual. And you know, it'll take some time before our companies really become AI powered. And the earlier we start, just the progress, the building the AI capabilities, the faster we're gonna reach to like becoming the best. Because I feel like as I said previously, that the winners are gonna be obvious. Like there's only gonna be like very few winners, and the rest will be like losing because they lost the race in accumulating the data, they lost the race in developing AI talents, they lost the race in, you know, just general AI race. So I think we can start, but what does it mean to start, you know? Does it starting mean training people at first and then starting to digitize? Yes. Or does starting mean you're gonna go and bring state of the art and try to go from 0 to 1 overnight? Then that's probably not gonna work. So I'd recommend that we at least start in any way or form that we can, and depending again on the field and the vertical, then that's going to have different consequences. Merci beaucoup Younes Bensouda Mouri. Alors on voit que l'intelligence artificielle crée de grosses opportunités pour les entreprises. On a vu cela à travers ce webinaire, et on voit bien que le facteur humain est quand même essentiel pour réussir cette transformation et pour pouvoir décrocher les opportunités à l'avenir. Merci beaucoup à Younes Bensouda Mouri, merci à Safa Hamdani de nous avoir accompagnés lors de ce webinaire. On espère que ce webinaire vous a permis, bien chers téléspectateurs, d'éclaircir certaines zones d'ombre sur la digitalisation et l'intelligence artificielle. On a vu que nos experts ont tenté de répondre aux questions les plus récurrentes, tout en profitant des solutions d'inclusion digitale pour les entreprises afin de développer en toute sécurité cet enjeu de digitalisation majeure. On espère que ces solutions, pour la plupart, seront peut-être étendues et appliquées à l'avenir. Merci et encore félicitations à vous deux, Younes Bensouda Mouri, Safa Hamdani. Un grand merci
à vous deux qui avez accepté de participer et de nous éclairer sur finalement cet enjeu majeur hein, du 21e siècle. Safa Hamdani, je rappelle qu'en plus d'être à la tête d'un des plus grands projets de transformation digitale chez Inouï, vous avez implanté WinPay hein, qui existe chez 6 opérateurs mondiaux. On est fiers ici au Maroc forcément. Vous nous avez fait l'amitié avec Younes de répondre présent pour ce webinaire et on espère vous retrouver très prochainement. Merci, à très bientôt. Merci. À bientôt.